BFM Business, Intégral Placement, le Club Imo. Ah, les pierres vous tendent les bras, les pierres vous attendent. Vous pouvez y investir encore, même si les prix flambent. On en a longuement parlé dans la première demi-heure d'Intégral Placement. Quelle perspective? On va vous apporter des perspectives, oui, avec Olivier Marin. Prêt, Olivier, pour cette deuxième mi-temps? Oui. Virginie Groslo, prête. Et Marie Cœur de Roy, toujours prête. Évidemment. Bon, évidemment, il y a les perspectives de hausse des prix qu'on suit, l'évolution des taux également à suivre de près. Et puis cette présidentielle, 11 jours là du deuxième tour de la présidentielle. Il y a un match, deux visions de la France, deux visions peut-être même du monde entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que ces deux visions, elles se reflètent et elles se confrontent aussi sur le marché de l'immobilier? Est-ce que leurs programmes immobiliers sont divergents? Moi, j'ai le sentiment, alors évidemment, au-delà de la séparation et de ce qui est fondamental sur l'euro, sorti ou pas de l'euro, qu'il y a beaucoup de convergence, en fait. Mais oui, c'est ça qui est assez troublant, je suis d'accord avec Olivier. Quand on regarde de près, par exemple, pour les propriétaires bailleurs et les locataires, sur la mesure phare qui est l'encadrement des loyers, en fait, ils sont plutôt d'accord. Hein. C'est une mesure qui ne sera pas étendue. Macron, il dit que ça a pu éviter, en fait, certains abus. Ça a surtout détourné, en fait, pas mal d'investisseurs vers Airbnb. Et en fait, il indique que dans un premier temps, il le maintiendrait à Paris et Lille, c'est le cas pour l'instant, qu'il n'y aurait pas d'extension, le temps d'évaluer en fait le dispositif. Et Le Pen, elle dit que l'encadrement des loyers, c'est pas une solution sur le long terme, ça a pu en fait engendrer et entraîner pas mal de contournements, là aussi sur Airbnb, et elle dit qu'il faut une vision plus large et moins coercitive. Donc en fait, l'encadrement des loyers, il a du plomb dans l'aile. Et puis si on regarde... Alors après, juste sur l'encadrement des loyers, quelle que soit leur position, on va quand même leur rappeler, s'il y a un de leurs conseillers qui nous écoute, que s'ils veulent effectivement le restreindre à Paris et Lille et que ça ne se développe pas comme le veut la loi dans les 28 grandes agglomérations françaises, il va falloir qu'eux-mêmes en passent par la loi. On le rappelle quand même, puisqu'il y a le Conseil d'État qui s'est prononcé et qui a dit c'est la loi aujourd'hui qui a été votée qui s'applique. Et donc en l'occurrence, s'ils veulent restreindre l'encadrement des loyers aux seules villes de Paris et Lille, il va falloir qu'ils en passent par la loi. S'ils ne le font pas... Après, d'autres convergences, on va en parler, notamment sur le Pinel. Ils sont d'accord tous les deux pour le poursuivre, donc ça c'est important pour les investisseurs aussi. Alors évidemment, ça changera sans doute de nom, mais le principe d'acheter un bien neuf pour le mettre en location, ça, tous les deux, ils veulent le poursuivre. Ouais. Alors moi, je mettrais un tout petit bémol, c'est-à-dire quand même que dans les équipes de Marine Le Pen, on m'avait expliqué que on était contre les avantages fiscaux et que donc le Pinel étant considéré comme un avantage fiscal, c'était pas dit qu'il soit conservé. Donc je constate en tout cas que leur position évolue. Oui, elle a dit notamment au MEF, elle a dit ça coûte cher, mais il est important de garder le Pinel. Je m'y engage. Je mets tout le monde d'accord. Ce qui est certain, c'est qu'on conservera visiblement un dispositif fiscal, mais qui s'appellera sans doute plus le Pinel. Voilà. Oui, peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que les programmes ne seront pas tout à fait encore bien décidés et bien clairs dans la tête de certains ou de certaines. On n'avait pas été chez tout le monde dans le détail jusqu'à évoquer le Pinel, c'est ça, et l'avenir du Pinel. Oui, non, mais il faut passer en revue. Notamment pour les investisseurs en fait qui regardent Intégral Placement, de savoir logiquement là, le Pinel doit se terminer au 31 décembre 2017 et qu'on aura sans doute dans les prochaines années, en tout cas en 2018, un même type d'investissement locatif, en tout cas ça c'est intéressant pour les investisseurs privés. Et puis d'autres choses sur typiquement les taxes et la fiscalité. Macron donc s'engage à supprimer la taxe d'habitation pour 80% des Français dès 2020. Il considère que c'est en fait une hausse d'impôt qui est complètement injuste et il s'engage à rembourser les collectivités. Marine Le Pen, elle veut aussi, si elle est élue, alléger la fiscalité locale. Elle dit qu'elle veut geler les hausses de la taxe d'habitation et la baisser pour les Français les plus en difficulté. Geler la hausse ou baisser, c'est pas pareil que supprimer quand même. Non, mais pour les plus en tout cas, ils vont tous les deux vers une baisse. Et puis typiquement sur le maintien des délais d'exonération sur les plus-values, tous les deux veulent le maintenir à 30 ans. Là aussi, c'est un point de convergence. Sur la construction de logements, le seul qui ne voulait pas, c'est celui qui l'a porté à 30 ans, c'est drôle. Oui, absolument. Sur la construction de logements, Macron, il dit que ça ne sert à rien d'avoir des objectifs quantitatifs de 500 000 logements par an. Il faut, dit-il, même si on en approche enfin des 500 000 logements construits par an. Il dit qu'il faut vraiment concentrer la construction de logements là où il y a véritablement des besoins, l'Île-de-France, l'agglomération toulousaine, Aix-Marseille. Il veut favoriser le logement des jeunes et construire, c'est l'engagement, 60 000 logements étudiants, 20 000 logements pour les jeunes actifs. Et Marine Le Pen,
Elle dit, elle veut lancer un grand plan de construction pour ce qu'elle appelle notamment les jeunes, protection logement jeunes, construire des logements étudiants et revaloriser de 25% les APL pour les jeunes jusqu'à 27 ans dès la première année du quinquennat. Voilà, en fait. Un mot quand même, je pense qu'en fait à taux zéro quand même pour dire que sûr. là aussi sur les mesures existantes, tous les deux veulent le maintenir. C'est important aussi, parler du Pinel. Oui, c'est pareil, moi j'attends de voir, mais non, c'est surtout sur l'ISF à la limite où il y a des points, parce qu'il y a quand même des points de divergence. Ah oui. Il faut quand même... Eh oui, parce qu'Emmanuel Macron... Voilà. Macron, il veut faire en effet de l'ISF un impôt immobilier. Alors oui, c'est ça, en fait, c'est de sortir, on va dire, la part non immobilière du calcul de l'ISF et vous le concentrez l'ISF sur l'immobilier, ce qui, pour les personnes ayant un gros patrimoine immobilier, acquis par héritage ou autre, peut évidemment poser quelques soucis. Pas plus qu'aujourd'hui. Je pense qu'après, dans les calculs, ça changera quand même. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui finalement vont sortir de l'ISF, donc on va alléger l'ISF, mais on le laisse pour les patrimoines immobiliers. Pas plus qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que pas plus ceux qui payaient l'ISF à cause, entre guillemets, de leur patrimoine immobilier. Et du seul patrimoine immobilier. Et du seul patrimoine, voilà. Continueront à le faire. Non, pour ceux qui sont d'ores et déjà propriétaires, ça ne change rien. Après, maintenant, quand vous avez un gros patrimoine taxable à l'ISF, généralement, vous n'avez pas que de l'immobilier. Le plus souvent, vous avez quand même quelques placements en plus, donc ça sortira. Maintenant, alors la position de Marine Le Pen, c'est de maintenir l'ISF. Sur la grande question, par contre, qui est, et il a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne le ferait pas, sur la grande question qui est de la taxation des loyers fictifs, qui a souvent été associée à Emmanuel Macron, il a déclaré plusieurs fois qu'il ne le ferait pas. Donc voilà, ça, parce que la rumeur, on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors on vient voir qu'elle revient tous les 2 mois, cette rumeur. C'est quand même exaspérant. Vous avez le moindre think tank qui nous sort un rapport sur de l'intérêt de mettre en place cette question des loyers fictifs. Et à chaque fois, on a sur les réseaux sociaux des gens qui disent qu'avec tel ou tel candidat, ça va être mis en place. Mais ça n'a pas été dit. Pour l'instant, non. Et en plus, si vous regardez les propositions des think tanks, c'est pas juste taxer. Il y a une réforme associée. Et en fait, grosso modo, c'est d'alléger le reste de la fiscalité pour mettre en place cet impôt. C'est le problème. Alors souvent en France, on ajoute et on oublie d'enlever. Ça, je suis d'accord, mais c'est pas aussi simple que ça. Et le problème des réseaux sociaux et du relais de toutes ces rumeurs, c'est qu'on a du mal à se faire une bonne idée. Une bonne idée du sujet. Il y a un nuage de fake news. Sur l'ISF immobilier, pour dire un mot, parce que effectivement, ça ne change rien pour ceux qui ont d'ores et déjà un gros patrimoine. Après, ce qu'on peut imaginer en revanche, c'est pour ceux qui ont beaucoup d'argent et qui ne savaient pas où le placer. Est-ce que de ce point de vue-là, mais c'est toute l'intention d'Emmanuel Macron visiblement, ça ne va pas réorienter leur stratégie de placement? C'est ça l'enjeu. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie question. C'est-à-dire que quand j'ai de l'argent à placer, est-ce que je ne vais pas spontanément me diriger vers là où je serai le moins taxé? Et donc de fait, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet sur la masse d'investissement dans l'immobilier pour les patrimoines les plus aisés? Un transfert vers le marché action, voilà. Mais il y aura forcément un transfert. En même temps, il faut, même si l'immobilier c'est justement un placement sûr, mais vous avez, je crois, plus de 1000 milliards d'euros que les Français conservent dans la pierre. Donc c'est de l'argent qui n'irrigue pas l'économie, vraiment indirectement. Donc parce que évidemment ça y contribue, mais ça c'est pas direct. C'est pour ça qu'ils sont montés au créneau tous aussi en disant qu'ils contribuent à la richesse. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr qu'ils contribuent à la richesse, mais il faut aussi plus d'argent, sans doute, dans des valeurs d'investissement qui permettent de dynamiser le capital productif. Voilà, c'est ça. C'est tout le débat. Mais après, les professionnels de l'immobilier, qu'est-ce qu'ils en disent? J'imagine que pour eux, l'immobilier, c'est quand même un secteur créateur d'emplois, et donc il faut convaincre les Français de continuer d'y investir. Pour eux, pour l'instant, la grande peur, le retour qu'on a eu, c'est la sortie de l'euro et c'est le retour au franc. Avec à choisir, il fait faire 1000 fois l'ISF immobilier. Massif des capitaux, la remontée brutale des taux d'intérêt, c'est vraiment ça qu'ils craignent en fait pour les intérêts. Et on l'a vu sur le marché de l'immobilier de prestige qui est quand même resté figé. On en avait parlé pendant 15 jours, 3 semaines quand on a pensé à la possibilité éventuelle d'avoir un second tour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Et certains qui ont mis des clauses notamment sur le potentiel vainqueur de l'élection. C'est-à-dire que ça reste la grande inquiétude à 11 jours. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron est donné gagnant, mais il est donné gagnant, mais on voit que la campagne est, on va dire, contrastée. Mais autrement, il reste encore 11 jours. Les professionnels de l'immobilier, leur première crainte à eux, et d'un pur point de vue business, ce serait une sortie de l'euro. Pour l'immobilier de prestige en particulier, il faut quand même dans un premier temps, c'est ce secteur-là. Et encore que ce second tour, malgré tout, laisse présager
présager qu'on ne sortira pas de l'euro. Et donc, du coup, ce que je sais, par exemple, dans le réseau Coldwell Banker, moi, on m'a expliqué que ce qui avait été gelé ces 15 derniers jours ne l'était plus depuis le résultat de dimanche. C'est-à-dire que là, les gens se disent, a priori, alors sauf grosse surprise, évidemment, mais... puis il faut vraiment distinguer quand même l'ancien et le neuf. Ce sont deux problématiques différentes. Évidemment, le neuf est nettement plus pourvoyeur d'emplois que l'ancien, même si l'ancien c'est aussi beaucoup d'emplois, je ne dis pas le contraire. Pourquoi ? Pour l'entretien, la rénovation, pour l'entretien, la rénovation, le syndic, la gestion. Enfin, vous avez effectivement puis les transactions, tout bêtement. Hein. Enfin, vous avez donc les agents immobiliers. Oui, mais vous avez une vraie activité dans l'ancien, mais vous avez effectivement plus de création d'emplois dans le neuf, sachant qu'en plus c'est toujours le fameux thème de l'emploi non délocalisable. Et c'est ça qui est important. Les problématiques et les cycles ne sont pas les mêmes entre le neuf et l'ancien quand même. Donc il y a des procédures très longues, on le sait, dans le neuf, entre les permis, les recours, etc. etc. Donc c'est un levier qui est plus difficile à manier. Donc il faut distinguer. Maintenant, oui, les mesures seront maintenues, on va dire, sans doute temporairement. PTZ, Pinel, etc. Et il faudra ensuite qu'il y ait des relais de croissance qui permettent de soutenir l'activité. Et il devra préciser, évidemment, Emmanuel Macron, ce qu'attendent les professionnels, tous les contours sur la fiscalité, tout ce qui est financier, évidemment, là ils l'attendent. Mais autrement, l'inquiétude, non, Guillaume, c'est pas simplement sur l'eau de gamme, c'est de savoir un crédit immobilier, si on sort de l'euro, si on revient aux francs, et on paye comment, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà, des questions aussi concrètes. Les enjeux, donc à 11 jours de ce premier tour de la présidentielle et ces deux programmes comparés, on est les seuls sur BFM Business à vous dire l'impact de l'élection de l'un ou l'autre des candidats sur vos achats et vos investissements immobiliers. C'est dans Intégral Placement, ça jour après jour. Justement, l'Olivier. Mais c'est l'Olivier, bien sûr que c'est l'Olivier. L'arbre de liberté, c'est Olivier Marin chaque semaine régulièrement avec nous. C'est aussi du rêve, l'immobilier, Olivier. Et le rêve, c'est aussi la hauteur. On prend de la hauteur en rêvant. Et prendre de la hauteur, c'est aussi visiter les plus belles ou les plus hautes tours du monde. Certaines en plus sont à la vente en ce moment. Pourquoi certaines ? Une notamment, c'est la maison la plus haute des États-Unis qui est à vendre. Je ne sais pas si on va la voir en image. Nous sommes en Arizona, on est à côté de Prescott. C'est une propriété d'une surface habitable de 572 mètres carrés. Sa particularité, c'est qu'elle est perchée à 37 mètres de hauteur. Elle a été construite en 1994 par un architecte d'origine indienne qui s'appelle Sukumar Pal. C'est une sorte de résidence futuriste qui semble comme ça sortir tout droit d'un film de science-fiction. Une propriété qui comporte 10 étages, desservie par un ascenseur hydraulique tout en verre, vue panoramique sur les montagnes. C'est une résidence qui a remporté pas mal de prix internationaux pour ses qualités écologiques, des panneaux photovoltaïques pour créer de la chaleur en hiver, système de refroidissement non conventionnel mis en place à l'intérieur. Son prix, alors c'est $1,5 million mis en vente par Sotheby's. Ça va, franchement, elle avait déjà été mise en vente il y a quelques années. Elle avait été mise en vente il y a quelques années, $2 millions. Et le propriétaire serait même prêt, si cette maison ne trouve pas preneur, à la mettre aux enchères comme une œuvre d'art. Chez les notaires d'Île-de-France ou pas? Donc avis aux amateurs. Donc voilà. Elle est incroyable cette maison là. On vient de la découvrir en images. Vous savez que BFM Business c'est à la radio mais aussi à la télé. C'est incroyable. C'est une maison perchée. Il y a une tige et en haut de la tige il y a une maison. 37 mètres. Et du coup, on peut avec un ascenseur hydraulique. On paiera pas l'ISF dessus si on négocie bien. En Arizona, oui. Un petit bémol, je trouve qu'elle n'est pas très intégrée dans le paysage quand même. Elle détonne un peu. C'est subjectif. Ouais, mais elle est tellement haute que les jours où il y a des nuages, on la voit pas. Vous voyez, donc là, elle s'intègre. Moi, je prends Olivier. Bon, c'est bien. On dira. Je lui laisse. Marie, elle a besoin de compenser. Elle n'est pas haute, alors elle cherche les maisons hautes. Oh là là, c'est méchant. Oh, c'est petit. C'est le club de la presse IMO chaque semaine avec nous, nos experts. Olivier Marin, propriété Le Figaro. Merci Olivier de nous avoir emmenés dans l'Arizona. Merci beaucoup Virginie Groslo, journaliste spécialiste de secteur immobilier également, et Marie Cœur de Roy, jour après jour avec nous. À demain Marie. À demain. Pour de nouvelles aventures dans le monde de la pierre.